chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Ebunéa TV. Nous sommes là ce soir encore pour notre émission que nous appelons Vie conjugale, que nous appelons encore 0% de divorce. Rappelez-vous, nous avons déjà abordé deux thèmes. Le premier, c'était la gestion de la belle famille. Le deuxième, c'est l'amour dans le couple. Le troisième thème que nous abordons ce soir, c'est la résolution des conflits dans les foyers. Alors, comme je disais tantôt, ce soir, nous allons parler de la résolution des conflits dans le foyer. Croyez bien qu'il n'est pas dit que quand on est marié, il n'y aura pas de conflit. Au contraire, dans un foyer, il peut toujours y avoir des conflits. Alors, il faut s'attendre à cela. Et le plus important, c'est de savoir comment on résout ce conflit. Les foyers, effectivement, connaissent des difficultés avec des offenses d'un partenaire à son conjoint. Et il peut y même avoir des difficultés qui arrivent jusqu'à des hostilités, à de l'agressivité. Alors, il faut avoir la sagesse de résoudre ces problèmes-là, mais toujours dans l'amour. Quand vous faites le choix de résoudre le problème, si le choix est mal fait, eh bien, le conflit peut vous séparer. Mais si le choix est bien fait, ce conflit, la gestion peut vous rapprocher davantage. C'est pour ça qu'il y a une parole qui dit que tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler et puis lent à se mettre en colère. Parce que les conflits proviennent toujours de la colère. Tout homme doit être prompt à écouter son partenaire, son conjoint, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et comme je l'ai dit tantôt, si le choix est mal fait, ce conflit peut vous séparer. Mais si le choix de résolution est bien fait, il vous rapproche davantage et il solidifie votre foyer. Beaucoup de gens font le choix de s'énerver, mais en même temps avec la colère. Quand il y a un conflit qui s'accompagne de colère et d'agressivité, il faut avoir le courage de le régler, mais à des conditions. Il existe trois conditions de résolution du conflit. La première résolution, c'est qu'il faut s'engager à résoudre le problème. Il faut s'engager à résoudre le conflit. Parce que n'oubliez pas, la colère, elle est de Dieu. Dieu se met en colère. Donc quand la colère vient, il faut s'engager à résoudre la difficulté. En faisant quoi? D'abord comprendre pourquoi l'homme se met en colère. Pourquoi le conjoint peut se mettre en colère. Pourquoi le partenaire peut se mettre en colère. Le partenaire peut être en colère quand il pense que ses droits ou ses désirs ont été violés. Si le partenaire pense que ses droits ou ses désirs ont été violés, il va se mettre en colère. Et qu'est-ce que j'appelle droit, qu'est-ce que j'appelle désir? Par exemple, la relation sexuelle, les rapports sexuels peuvent être source de colère. Par exemple, le souvenir des anciens amants, le comportement des anciens amants peuvent amener un partenaire à se mettre en colère. Quand le partenaire pense qu'il a été blessé par une parole, il peut se mettre en colère. Si un des conjoints pense que les attentes qu'il avait n'ont pas été comblées, s'il pense que les attentes qu'il avait de son partenaire n'ont pas été comblées, cela peut provoquer la colère. Qu'est-ce que nous appelons attente? La gestion des enfants, par exemple. Si la gestion des enfants n'est pas bien faite, mais un des conjoints peut se mettre en colère.
Si, par exemple, un enfant a un comportement qui n'est pas bon dehors, un des parents peut accuser le conjoint. Si, par exemple, quelqu'un le partenaire sent qu'il est en train de perdre le contrôle du foyer, s'il sent qu'il est en train de perdre le contrôle du foyer, mais c'est par la colère qu'il va vouloir. La colère peut être une source de motivation pour régler la situation. Les finances. Si les finances sont mal gérées, ça peut être source de conflit dans le foyer. La colère, quand elle vient, il faut se rapprocher du partenaire pour que vous puissiez la contrôler. La colère doit être contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut vous amener à de très mauvais sentiments. Si la colère n'est pas contrôlée, elle peut vous amener à être agressif et à commettre un crime. Si la colère n'est pas contrôlée, elle peut vous mettre en difficulté devant Dieu. Elle peut vous mettre en conflit avec Dieu. Donc dès que la colère survient dans le foyer, dès que la colère survient dans le foyer, il faut le régler. Dans le couple, il faut le régler. Beaucoup de gens choisissent de ne pas régler le conflit. Beaucoup ne le font pas. Mais quand vous ne réglez pas le conflit, il est latent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rejetez votre partenaire. Parce que tant que le conflit n'est pas rejeté, n'est pas réglé, vous rejetez votre partenaire. Et il y a un repli sur soi-même, ce qui n'est pas bon pour alimenter le couple. Quand il y a un repli sur soi-même, du coup, il y a le rejet du partenaire. Voilà donc comment nous devons introduire la colère dans le couple. Alors, une des premières conditions pour pouvoir résoudre le conflit dans le foyer, c'est que on doit chercher à résoudre le conflit. Il faut s'engager à résoudre le conflit. Si vous savez que votre partenaire se sent offensé, très rapidement, sans perdre de temps, il faut chercher à régler le problème. Chez nous, les chrétiens, la Bible va plus loin pour dire que si tu dois aller faire ton offrande et que tu te rends compte que tu as un frère qui a quelque chose contre toi, ou que toi-même tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse là ton offrande, va faire d'abord la réconciliation avant de venir faire ton offrande. Donc si le conjoint sait que son partenaire se sent offensé, a été offensé, il doit chercher à résoudre le problème en faisant fi de lui-même ses propres émotions, de le faire de manière très juste. Le couple doit s'accorder sur la façon de discuter pour régler le conflit. Ça, c'est la première condition. Il faut s'engager à résoudre le conflit. Le couple doit s'engager à résoudre le conflit. En faisant quoi? En se concentrant sur le problème. Il faut se concentrer sur le problème. Après accord, bien sûr, entre les deux partenaires, vous vous concentrez sur le problème. Pas sur tous les problèmes, mais sur le problème. Et sur ce problème-là, on choisit un seul point. Parce qu'il y a plusieurs points. On choisit un point, on identifie le problème, on ne regarde pas la personne, on ne regarde pas tous les points. Alors une fois qu'on a identifié le point qu'on a, on regarde maintenant le comportement. On regarde le comportement, mais pas les caractères. On regarde l'entente mutuelle. On ne cherche pas à savoir qui a gagné, qui a perdu. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Non, c'est pas ça. Donc, quand on veut régler le conflit, il faut que les partenaires, les deux s'accordent. Les éléments sur lesquels il faut se concentrer, plutôt que sur d'autres éléments. Alors, si nous récapitulons les éléments sur lesquels il faut se concentrer, j'ai dit, c'est le point précis, le problème clairement posé, le comportement, les choses claires, les choses précises, plutôt que de généraliser, et puis la compréhension mutuelle, plutôt que de savoir qui a gagné ou qui a perdu. Voilà la première condition qu'il faut régler quand on veut éteindre un conflit.
Première condition, c'est s'engager à résoudre le conflit. La deuxième condition maintenant, c'est s'engager à pardonner. Il faut s'engager à pardonner. Ça, c'est la deuxième condition pour régler un conflit, pour régler un litige. Vous savez, tous les hommes sont responsables devant Dieu en ce qui concerne le pardon. Tout le monde doit accorder le pardon. Et tout le monde doit accepter le pardon. Si vous n'acceptez pas le pardon, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. L'offenseur, celui qui a offensé, doit demander pardon. Celui qui a offensé doit demander pardon. Et celui qui est offensé aussi doit demander pardon. Alors commençons par l'offenseur. L'offenseur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se remettre en cause. Il doit reconnaître et admettre qu'il a tort. Celui qui a offensé doit reconnaître et admettre qu'il a tort. Il doit dire, ah, j'ai dit ceci, j'ai fait cela, je reconnais que j'ai tort. Une fois qu'il a admis et qu'il a reconnu qu'il a tort, il doit maintenant exprimer ses regrets à son partenaire. Exprimer ses regrets sincèrement et dire, je suis désolé, j'ai tort de t'avoir fait ça. Et maintenant, troisièmement, il demande pardon. Il demande pardon. Voilà donc le processus pour l'offenseur, pour celui qui a offensé. Admettre et reconnaître qu'il a tort. Deuxièmement, exprimer ses regrets. Et puis troisièmement, demander pardon. Voilà en ce qui concerne celui qui a offensé son partenaire ou son conjoint. Mais l'offensé aussi doit accepter le pardon. Puisque le pardon est de Dieu, l'offensé doit accepter le pardon. Que doit-il faire? Ce que le pardon apporte là, qu'est-ce que c'est? Quand vous acceptez le pardon de votre partenaire, quand vous accordez le pardon à votre partenaire, ça ne veut pas dire que vous avez ignoré le mal qu'on vous a fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas fait du mal. Ça ne vous a pas dit, ça ne veut pas dire que vous refoulez le mal qu'on vous a fait. Non. Non, non. Accorder le pardon ne dit pas ces choses-là. Le mal est là, il a été fait. On reconnaît qu'il est là, qu'il a été fait. On ne le nie pas. Vous voyez? Mais c'est que le pardon que vous accordez là, ça met en confiance votre relation. Ça rétablit l'équilibre dans vos relations. Vous voyez? Ça libère votre partenaire à qui vous avez accordé le pardon. Vous voyez? Vous rétablissez la confiance entre vous et votre partenaire. C'est pour ça qu'il est important, si on veut que le mariage continue, si on veut que le couple puisse continuer, puisse perdurer, il faut accepter de pardonner. Vous voyez? Donc, il y a l'aspect de celui qui a offensé, le point de vue de l'aspect de celui qui a offensé, et le point de vue de celui qui est offensé. Celui qui a offensé demande pardon, il regrette, il reconnaît son erreur, mais celui qu'on a offensé aussi doit accepter de pardonner pour que l'équilibre puisse revenir, pour que le foyer puisse continuer. Mais une attitude qu'on doit avoir quand on accorde le pardon, c'est qu'on doit aller vers l'autre. Il ne faut pas que celui à qui vous avez accordé le pardon pense que vous avez encore en vous des séquelles du mal qu'il vous a fait. Votre attitude doit être celle qui amène à la conciliation, celle qui rassure. Voilà. Donc accorder le pardon, c'est d'abord aller vers Dieu. Parce que c'est par rapport à Dieu, c'est Dieu qui est auteur du pardon. Donc accorder le pardon, c'est comme si on va d'abord vers Dieu, n'est-ce pas, pour ouvrir les portes de la relation que vous devez continuer. Merci de me pardonner. Merci, je te demande pardon. Tu as accepté le pardon. Il faut remercier. Alors la dernière condition de résolution du conflit, la dernière, c'est la confrontation.
dans l'amour. On peut confronter les deux partenaires, mais dans l'amour, là, il y a deux choses qu'il faut faire. La première chose, c'est s'examiner. Il faut examiner chacun son comportement, examiner chacun son attitude, examiner chacun les circonstances dans lesquelles l'incident a eu lieu. Le lieu, l'endroit et l'heure. Et puis, dans l'amour, maintenant, on confronte les idées, on confronte la situation en regardant les points qu'on avait pris dans la condition numéro 2, c'est-à-dire le point, le problème, le mouvement, le comportement et toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Examiner les situations, examiner le comportement de chacun. Et le deuxième point, c'est dire la vérité. Parce que c'est dans la vérité qu'on peut résoudre le problème. Si la vérité n'est pas dite, le verdict qu'on va donner ne sera pas satisfaisant pour l'un ou l'autre des partenaires, même pour les deux partenaires. Si on sent qu'il y a un goût d'inachevé dans la vérité, si on sent que ce qui est sorti n'est pas la vérité, on n'aura pas vraiment réglé le problème. Il faut donc les confronter dans l'amour, mais dire surtout la vérité. Voilà ce que nous pouvions dire pour les conflits dans le foyer. Oui. Donc voilà en résumé ce que nous avions à dire par rapport au conflit dans le foyer. Mais ce que je voudrais que l'auditeur comprenne et retienne, c'est que la vérité doit être à la base de tout ce que nous faisons dans le foyer. Parce que si le foyer est construit sur du mensonge, c'est comme si nous faisions un château qui est construit sur du sable. Voilà. Le pardon est à l'origine du processus qui permet de restaurer la confiance et la relation. Quand vous pardonnez, vous restaurez votre couple. La confiance est rétablie. Le partenaire à l'origine de l'offense doit demander pardon et le partenaire qui a été offensé, lui aussi doit accorder le pardon. N'oubliez jamais, quand un conflit survient dans le foyer, de tourner le regard vers celui qui est l'auteur du mariage, c'est-à-dire Dieu. Chaque fois qu'un litige survient dans votre couple, faites face au Seigneur, implorez-le, il va vous donner les forces et les ressources nécessaires pour résoudre le conflit. Donc, merci d'être tous les jours à l'écoute de la vie conjugale de Ebunia TV, la chaîne du bien-être. Mais ce que je voudrais préciser ce soir, c'est que comme j'ai dit tantôt au début, on a déjà abordé deux thèmes. Celui-ci est le troisième. Le premier, c'était la gestion de la belle famille. Le deuxième, c'est l'amour dans le couple, l'amour dans le foyer. Et le troisième, c'est les conflits, la résolution des conflits dans le foyer. Remarquez bien que ce sont des enseignements qu'on vous a donnés. La prochaine fois, ça va être maintenant avec des invités. Et avec ces invités-là, nous allons débattre de ces trois thèmes-là. Ce sera comme, disons, des applications maintenant. On a eu la partie théorique. Bientôt, vous allez avoir la partie pratique, la partie application. Donc, nous vous attendons très nombreux pour la prochaine émission. Et à très bientôt sur la chaîne Ebunia TV, la chaîne du bien-être. Ciao. Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. De la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement, voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair?